Ok, petit préambule. Vraiment, plus personne n'utilise ce mot. Je dis quoi à la place? Rien, les gens comprennent, pas besoin de leur dire. Je ne vais pas expliquer ce que j'ai dit dans la dernière vidéo, donc si vous ne l'avez pas vu, vous allez certainement manquer de contexte. Autre chose, cet épisode va être bien plus technique que le précédent. Chose que vous pouvez d'ailleurs voir avec la couleur du fond de la miniature. Je pense qu'à partir d'un niveau M1, on peut comprendre grossièrement ce que je vais raconter et les objets que je vais considérer. Et pour des L3 bien accrochés, vous pouvez capter quelques éléments, j'imagine. Mais même si vous n'êtes pas du tout à ce niveau, je vous invite à rester pour voir à quoi ressemblent des maths d'un niveau recherche. Oh, tu nous invites, grand seigneur! Et sans plus attendre, générique. On a un générique? Excellente remarque. Bon bah on commence direct alors. Ok, d'abord on part du Laplacian-Witten, semi-classique, associé à un potentiel V. C'est cet opérateur autoadjoint là. Et ce triangle qui apparaît, c'est le Laplacien de base. Vous pouvez le voir comme la divergence du gradient ou la somme des dérivées d'ordre 2, c'est pareil. Il admet deux écritures équivalentes qui sont toutes les deux très utiles. La deuxième, par exemple, permet de voir très simplement que c'est un opérateur positif, qu'il a 0 dans son spectre, et que c'est une valeur propre simple. Oui, c'est quelque chose d'important, mais avec un peu de travail, on peut montrer le résultat suivant, qui détaille beaucoup plus le contenu du spectre de cet opérateur. Petite précision sur ce résultat, il n'est pas vrai en toute généralité. Il faut faire quelques hypothèses, une hypothèse de confinement sur le potentiel V, et supposer aussi qu'il est morse. Alors, petite parenthèse, plus anecdote sur cette histoire de confinement. Parce que tu parlais du Covid dans la vidéo d'avant? Oula, rien à voir. L'hypothèse exacte, la voici, et son intérêt, c'est d'assurer que V est suffisamment croissante à l'infini pour que exponentielle moins V sur H soit dans L2 de RD, sans pour autant être trop restrictive comme hypothèse. Et bon, c'est pas un résultat incroyable, c'est quelque chose de bien connu, mais je ne trouvais pas de preuve sans supposer en plus que V est morse. Ce qui est une hypothèse que je compte retirer par la suite, et franchement, c'est pas évident à démontrer. Et surtout, c'est une hypothèse sur le comportement à l'infini de V. Et comme on suppose que le gradient est minoré, le côté morse ne devrait avoir absolument aucun impact. Donc c'était un peu agaçant d'utiliser une preuve qui se base là-dessus. Finalement, j'ai fini par être aidé par un chercheur de mon labo, donc tout va bien. Mais je dois dire que c'était assez frustrant. Et pour ceux que ça intéresse, j'ai fait un exercice à partir d'une autre preuve. Tout ce dont vous avez besoin pour le résoudre, ça prend en L3 au plus tard. Et je pense que ça peut être un bon entraînement pour notamment l'agrég sur des sujets de calcul diff et quadif et la notion de compacité. Sympa un bon exercice comme ça. Surtout que ce sont pas les sujets les plus simples. Bon, revenons où on en était. Qu'est-ce qu'on a dans ce résultat? Le spectre est décomposé en trois parties. Premièrement, le spectre essentiel est loin de 0. C'est pas forcément le résultat le plus utile. Si on avait du spectre essentiel un peu partout, ce serait un sacré bordel quand même. Et je vais pas détailler ce que c'est. Si vous ne connaissez que le spectre d'opérateurs en dimension finie, autrement dit des matrices, vous ne savez pas ce que c'est, mais c'est pas dramatique. Certes, mais ce que je voulais dire, c'est qu'on le voit pas trop apparaître dans les résultats et dans les preuves. Bah dis ça alors. Ensuite, on a une partie du spectre discret qui est plus grande que H. Et enfin, le résultat le plus important, déjà on peut compter le nombre de petites valeurs propres, petites dans le sens qu'elles sont plus petites que H. Et combien y en a-t-il? Autant que V ad minima. C'est un résultat assez intéressant qui s'explique pas trop mal. Le noyau du Laplacian-Witten est la droite vectorielle engendrée par exponentielle moins V sur H. Fonction qui se concentre autour du minimum global de V. Et de manière générale, le terme en moins H Laplacien V va décaler tout un tas de valeurs propres vers 0. Et en fait, ce tout un tas, c'est dès que Laplacien V est positif en quelque sorte. Donc autant que V ad minima. Mais c'est pas tout, ces valeurs propres-là ont une forme bien particulière. Elles vérifient les fameuses lois d'Hering-Kramers. Ouais, fameuses pour 15 personnes sur cette planète. Et en plus, grâce au point 2, on a un trou spectral entre les petites valeurs propres et les suivantes. C'est en ça d'ailleurs qu'il était important ce point. Et comme delta V est auto-adjoint, ça nous donne directement une estimée de résolvante satisfaisante. Voilà, ce genre de théorème, c'est ce que je vise. Celui-là date d'il y a 20 ans, et on va essayer d'avoir des résultats similaires pour cet opérateur. Attends, j'y pense. Tes constantes là sont les mêmes? Ouais, exactement. Wow, trop fort. En fait, pas tant que ça. De base, on aurait deux constantes différentes, mais si on prend le minimum des deux, alors ça marche encore. C'est pas très sorcier, juste pour faire plus joli. Maintenant, passons à mon travail à moi. Ça, c'est un opérateur de Fokker-Planck plutôt général. On a la partie anti-adjointe d'abord, puis la partie auto-adjointe, qui est un Laplacian-Witten pour la fonction v carré. On suppose que le noyau est similaire à celui de tout à l'heure, et alors on peut montrer que si alpha et bêta sont non dégénérés, un théorème similaire à celui d'avant tient toujours, avec des constantes qui ont bougé un peu. Vous l'aurez donc compris, moi je m'occupe de généraliser ce résultat à des opérateurs dégénérés. C'est bien, on a déjà revu quasi tous les aspects du titre de ma thèse. Il manque plus que l'hypocoercivité si je me souviens bien. Et bien justement, allons-y, rentrons dans le vif du sujet, comment fait-on pour montrer ce résultat? Rappelez-vous ce qu'a dit l'autre là quand on parlait des minima de V qui engendraient les petites valeurs propres. Ça veut dire que si on définit l'espace de dimension finie suivant, où les qui m sont des fonctions plateau à support autour de m, et u0 c'est comme ça que je note l'ensemble des minima de V, et bien pour le Laplacian-Witten, on a alors ça. C'est cette inégalité qui nous donne le trou spectral,
Et derrière, en évaluant delta V sur F, on obtient très facilement que les petites valeurs propres sont exponentiellement petites. Bon, c'est sympa, mais nous, on aimerait un résultat sur P, pas seulement sur le Laplacien de Witten. Mais c'est une première étape, c'est pas rien tout de même, et le but, ça va être de se ramener à ce résultat, ou plutôt de l'utiliser. Exactement. On a encore besoin d'introduire deux objets. Premièrement, un projecteur. Il projette contre exponentielle moins v carré sur h, qui constitue le noyau en vitesse. T'as pas l'impression que t'as jamais parlé de vitesse jusqu'à présent? En effet, my bad. Si je reprends l'opérateur du début, on voit deux variables, x et v. Elles viennent de systèmes qui décrivent la position et la vitesse de particules, on appelle ça une équation cinétique. Et cette structure de séparation des variables est en réalité un atout important pour l'hypocoercivité. Revenons à notre projecteur. Il contient en substance toutes les informations de la partie auto-adjointe de notre opérateur. Il reste donc à prendre en compte la partie anti-adjointe. Pour ça, on construit un opérateur auxiliaire, que voici. Il a l'air de sortir de nulle part, mais il y a des raisons profondes qui motivent son introduction. L'idée maintenant, ça ne va pas être de montrer ça, mais ça. Et au passage, l'espace f change un peu avec l'introduction de la variable de vitesse qui est présente dans l'opérateur p, mais pas dans le Laplacien de Witten. Et passer de la seconde inégalité à la première, ça se fait très bien. Et pour montrer ça, on décompose l'inégalité en plein de fragments. Dans un premier temps, le terme en pu scalaire u nous donne un pi u carré par construction de pi. Ensuite, on développe le reste, et on regarde ce terme-là qu'on fait apparaître. Par définition de A, et en regardant les propriétés de xpi star xpi, on voit que axp est plus grand que une constante fois hpi au sens des opérateurs. Il nous reste à gérer le reste. Toujours avec de bonnes propriétés sur x et a, on obtient ces estimés-là. Ça demande un peu de travail et l'exploitation des formes qu'ont ce genre d'opérateurs. Dans les faits, ça se résume à du calcul fonctionnel et des techniques d'intégration, entre autres. Bref, les rumeurs sont vraies, les analystes ne font que des IPP à longueur de journée. Ensuite, en optimisant un peu les coefficients et grâce à la merveilleuse inégalité de Young, on obtient des termes en 1 moins pi u carré et d'autres en pi u carré. On peut donc reconstruire norme de u au carré. Ton inégalité de Young, c'est laquelle? Alors oui, il y en a plusieurs, mais là c'est la toute simple, AB plus petit que A2 plus B2 sur 2, qui se prouve très simplement en constatant que A moins B au carré est positif. En réalité, c'est plutôt sa variante tout aussi efficace qu'on utilise ici. Et d'ailleurs, il faudra qu'on en parle de cette inégalité. Du tease, j'adore. Et du coup, ensuite, on a fini en fait. Je sais qu'on dirait pas, mais c'est bel et bien terminé. On a tout prouvé là. Tout sauf les estimés précis sur les valeurs propres, les lois d'Hering-Kramers. Pour faire ça, il va falloir aller plus loin. Beaucoup plus loin. Ouais. Pour faire un petit historique, le Laplacien de Witten a été introduit par Witten, rien de sorcier, en 1982. Et ses estimés sur cet opérateur datent de 1985. Donc c'est allé assez vite quand même. Mais pour avoir les lois précises, il a fallu attendre encore 20 ans. C'est pas rien. Ah ouais, ça doit pas être évident en fait. Et du coup, allons-y pour la partie 2. Ok, d'abord voyons un peu comment on peut faire. On connaît le nombre de valeurs propres qu'on cherche, c'est déjà ça. Ce qu'on aimerait faire, c'est obtenir des fonctions propres normalisées fi, associées au lambda i, espérer qu'elles soient suffisamment éloignées les unes des autres, qu'on formalise comme ça, on dit qu'elles sont quasi orthogonales. Et du coup, les valeurs propres, on pourra les calculer précisément en calculant les valeurs propres de la matrice d'interaction que voici. Mais attends, t'as juste remplacé un problème de calcul de valeurs propres par un autre. Je vois pas pourquoi ce serait plus facile. En fait, dans le premier cas, on regarde un opérateur en dimension infinie. C'est compliqué. Et dans le second, on regarde une matrice, donc en dimension finie. Et alors c'est facile. Enfin, plus facile. Et oui, il est là le point clé. Ouais, enfin, c'est pas le seul, parce qu'en 85, il parlait déjà de matrice d'interaction. Certes. Donc voyons déjà les obstructions qu'on peut rencontrer. Déjà avoir des formes précises pour les fonctions propres, on peut oublier tout de suite. On ne connaît leur tête que dans des cas extrêmement particuliers. Rien que pour l'oscillateur quartique, on n'a pas d'expression détaillée, donc il va falloir faire autrement. Et on va ressortir un objet qu'on a utilisé tout à l'heure. Ah, je sais. Ah bah non, en fait, je sais pas. C'est sûr que quand je cache mes fiches, c'est plus compliqué de tricher. Je veux parler de projecteurs. Et pas n'importe lesquels, des projecteurs de RIS ou projecteurs spectraux. Ils s'expriment de cette manière. Et comment ils vont nous aider ces trucs-là? Le principe, ça va être de construire des fonctions qu'on connaît avec précision, ce qui n'est pas très compliqué vu que c'est nous qui les construisons, et faire en sorte qu'elles soient proches des fonctions propres recherchées. Ça, c'est plus dur. Et de telles fonctions, on appelle ça des quasi-modes. Ça commence à faire pas mal de quasi-objets. Et il y en a encore plein, comme la quasi-compacité par exemple. Oui, mais quelle idée de considérer des espaces pas séparés, franchement. Et il y a aussi les équations quasi-linéaires. Moi, travailler sur des équations pas linéaires? Jamais! On fait pas de la mécaflotte ici. Et ton équation éconale, on en parle? Hein? C'est quoi ça? Une équation qui apparaît quand on fait en détail l'étude des petites valeurs propres. Mais je vais pas vraiment rentrer à ce point en profondeur. Bon, revenons à nos quasimodes. Ils sont bien pratiques parce qu'ils sont agréables à manipuler, on peut faire des calculs avec eux sans trop de difficulté, et comme ils sont proches des fonctions propres, on peut espérer que les résultats changent pas beaucoup. Et vérifions ça! Et quand on vérifie, on voit que ces termes-là apparaissent. On aimerait que le premier, qui est donc facile à calculer, soit le terme principal, et que les autres ne soient que des termes de reste. Donc regardons ce qu'il y a dans ce reste. Alors le premier terme, c'est facile. C'est une estimée de résolvante, et on l'a obtenu avec le travail fait en première partie. Ah, c'est à ça que ça servait. En grande partie, oui. Ensuite, les deux autres, on peut pas les contrôler autant qu'on le souhaiterait en même temps. Ah, c'est genre principe d'incertitude de Heisenberg. Non, vraiment pas.
Ah, je me suis dit que comme dans la précédente vidéo, tu parlais du lien entre H et la constante de Planck, qui est un concept de mécanique quantique, ça aurait pu. Ok, je vois l'idée, mais pas de chance, c'est pas ça. D'ailleurs, on pourrait en parler un peu un jour de ce principe, mathématiquement parlant. Histoire de comprendre ce côté magique, on ne pourra jamais mesurer avec autant de précision qu'on veut des trucs. C'est pas du tout magique. Bon, et du coup, ce terme-là, on peut considérer qu'il est contrôlé gratuitement de base, et c'est sur l'autre qu'on va devoir travailler pour enfin obtenir des résultats. C'est là que va entrer en jeu la forme qu'on a choisie pour nos quasimodes. En fait, jusqu'à présent, on ne leur avait pas donné de forme précise. Alors on va repartir de ce qu'on avait utilisé en première partie. On avait construit ces fonctions-là, mais on n'avait pas trop précisé ce qu'étaient ces fonctions plateau. Il est temps de le faire. Près du minimum m, on garde quelque chose constant égal à 1. C'est quand on s'approche du bord du puits associé à m qu'il va falloir faire des trucs. Là où v est régulier, ça ne posera pas de problème, donc on fait rien de particulier. Mais là où il y a des points critiques, pour être précis, certains points critiques d'indice 1, c'est pas. Mais là, ce serait vraiment trop rentrer dans les détails, et les constructions topologiques sont un peu lourdes ici. On impose cette forme. Alors je sais, elle semble sortir de nulle part, mais en réalité, elle va être utile pour redresser V autour du point sel. Encore un point technique pour pas grand chose, mais surtout, ça va nous permettre d'obtenir un bon contrôle du terme qu'on voulait contrôler. C'est quoi ce L là? C'est une nouvelle fonction, encore, et c'est sur celle-là qu'on va jouer pour justement avoir ce qu'on veut via une méthode BKW, ou WKB. Et bah oui, ça parle bien à personne en fait. Mais c'est ce qui va nous mener sur le chemin d'équations de transport et d'une équation éconale que j'ai mentionné tout à l'heure. Exactement. Et une fois qu'on a résolu ces équations-là, on a sensiblement fini, on peut dire. Ah bon, ça y est, on a les lois précises sur les valeurs propres là? Oui, on dirait pas parce que j'ai expliqué les choses à l'envers, mais c'est pour comprendre au moins un peu comment on en arrive à faire des considérations comme ça. En fait, quand on a résolu les équations de la méthode BKW, via des techniques d'intégration, on obtient le contrôle avec de bonnes estimées. Des techniques d'intégration? Ouais, c'est encore des IPP quoi. Alors pas vraiment, c'est une méthode de Laplace qu'on utilise ici. Et c'est pas une intégration par partie qui se cache là-dessous. Bof, plutôt des champs variables. Ouais, c'est pas beaucoup mieux. Voilà, et avec tout ça, Blasé, Chill et moi, on vous souhaite une bonne soirée. Salut!